Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Pivoter pour prospérer. Anh To Chuang, cofondatrice de Lago. Ce qui rend complexe aussi le billing quand une entreprise évolue, c'est les itérations sur le pricing. Donc chaque fois qu'on itère sur le pricing, en fait, il faut changer de billing. Et ce que j'ai appris dans mes 10 ans en B2B SaaS, c'est que en tant qu'ancien consultant, on aime bien se prendre la tête sur des spreadsheets et réfléchir au pricing et élasticité prix, etc. Mais en vérité, personne ne sait, donc ça peut être Informed Intuition, mais le meilleur moyen de savoir, c'est d'itérer rapidement sur le pricing. Et le plus gros bloqueur en fait de ces itérations, c'est le billing system à chaque fois. L'épopée de Lago est fascinante car elle incarne à la fois le courage, la résilience, l'inventivité et la détermination. Je souhaitais qu'Anh To nous dévoile les arcanes du pivot en start-up. Bien que courant dans l'écosystème tech, le pivot demeure quelque peu stigmatisé. Cette démarche tout à fait habituelle pour une start-up fait partie intégrante de la quête du product market fit. Un processus qui engendre des adaptations, des réorientations, des avancées et des virages. Sans cette flexibilité, le risque, c'est de concevoir un produit qui ne répond à aucune problématique réelle ou résout des problèmes mineurs. Nous abordons les débuts de Lago avant Y Combinator, les interrogations qui entourent le lancement du produit de départ, le contexte ainsi que la décision et la mise en œuvre du pivot. Naturellement, nous discutons de l'équipe, notamment des échanges entre Anh To et son associé dans ces moments critiques. Il s'agit d'une conversation très authentique qui met en lumière l'importance de prendre du recul pour mieux avancer. Nous explorons également la transformation de cette entreprise tech en une fintech qui s'attaque au point douloureux du billing. Nous parlons du choix de l'open source, du modèle économique, des intégrations, des communautés fortes sur GitHub, Hacker News et Product Hunt, ainsi que des clients. C'est un épisode plus long que d'habitude qui mêle réalisme et pragmatisme. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Anh To. Bonjour Solène. Merci pour ton temps aujourd'hui. Je t'en prie, merci de me faire découvrir ce magnifique hôtel. Mais alors, on n'est pas dans une chambre, je tiens à préciser. On est dans le resto, en face du bar, c'est très sympa. Je pense que ça peut être un bon sponsor. Vu le nombre de personnes que j'amène ici, c'est clair. Écoute Anh To, très heureuse de reparler avec toi plusieurs années après notre première discussion pour parler de Lago. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on en discute, te présenter à l'audience, s'il te plaît ? Tout à fait. Alors, je suis entrepreneur et j'ai grandi à l'île de la Réunion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite île dans l'océan Indien, près de Madagascar. Mes parents sont vietnamiens. Rien ne me destinait au merveilleux monde de la fintech. Ensuite, j'ai fait mes études à Paris. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie chez McKinsey. Et j'ai aussi fait 3 ans dans les télécoms, là où j'ai travaillé sur des sujets mobile money, mais dans des pays émergents. Ouais. Donc, mobile money pour les unbanked, donc les gens qui n'avaient même pas de compte bancaire. Et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de la fintech. Je trouvais que c'était génial de travailler sur un service que tout le monde allait utiliser au quotidien. Ouais. Donc, je trouvais que l'impact potentiel était vraiment incroyable. À l'époque, c'était pas du tout sexy. Franchement, aller travailler en Afrique sur le mobile money, sur même pas des smartphones, c'était pas du tout le top de la promo, on va dire. Et ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai recherché en fait là où je pouvais avoir l'overlap entre stratégie et impact. Et je trouvais que les startups, c'était vraiment l'endroit où en fait on pouvait réfléchir et exécuter et pouvoir faire entre guillemets des feedback loops très rapides sur la stratégie. Et c'est là que j'ai rencontré les fondateurs d'eFounders, en fait, au tout début d'eFounders. Sombre entreprise au 37 bis rue du Sentier. Je pense on n'avait pas des super bureaux, honnêtement. Et il y avait Front, Aircall, Mailjet, Mention, tout le monde dans les mêmes bureaux. Et du coup, moi, j'ai rejoint eFounders au tout début. Donc, j'ai quitté McKinsey pour rejoindre eFounders. Donc, chez McKinsey, on a des partenaires qui sont assignés aux consultants pour leur évolution de carrière. Moi, j'ai une partenaire qui, quand je suis partie, m'a demandé est-ce que tu auras une fiche de paie dans cette entreprise. Donc, du coup, on en était vraiment là au début de la tech. Mais je suis très contente d'avoir fait le saut. Je pense que c'est vraiment le début du B2B SaaS. Ce que j'adore dans le B2B SaaS, c'est le côté data, chiffres. Ouais. Je sais qu'il y a des gens qui sont très B2C parce que c'est génial de voir les produits qu'on vend partout dans les mains des gens. Alors, moi, j'adore le B2B SaaS. Ouais. Pour le côté data, c'est un côté très geeky, mais pour une raison que j'ignore, ça a toujours été mon kiff, entre guillemets. Donc, switch vers le B2B SaaS. Il y a quelques années, j'avais envisagé de créer ma boîte. Donc, j'avais commencé du co-founder dating.
Avec, C'est énorme. J'en ai fait beaucoup et je me souviens, j'avais une très très bonne amie qui est toujours une très bonne amie, qui est toujours entrepreneur. En fait, on voulait monter une boîte, je pense qu'on s'aime beaucoup, qu'on se respecte, mais on n'arrivait pas à trouver d'idées communes. Et quand je vois ce que moi j'ai fait versus ce qu'elle a fait, donc elle a fait beaucoup de santé, je me dis c'est normal qu'on n'ait pas trouvé d'overlap à l'époque. Et donc j'étais un peu dans une phase où je savais pas trop, et à ce moment-là je me souviens, j'avais pris un café en bas de chez Alven, le fond, avec un des partenaires de l'époque qui s'appelle Rafi Cambert. Et il m'avait dit il y a Alan, il y a Jean-Charles qui monte quelque chose qui s'appelle Alan, et il y a Alex qui monte une sorte de Boursorama B2B. Tu devrais peut-être les voir. Et c'est comme ça que... alors pour la petite histoire, Rafi a envoyé un email à, je crois, Alex. Alex a dit non, mais on recrute pas. Et moi, entre-temps, j'avais contacté Steve sur LinkedIn, et Steve m'avait répondu. Donc sur un malentendu, finalement, je les ai vus. Je me suis dit, parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Et de fil en aiguille, on a fait beaucoup de user interviews ensemble. Et ils ont décidé de monter Conto et de monter l'équipe. Et je les ai vraiment rejoints avant que l'entreprise soit immatriculée. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je trouvais le sujet hyper intéressant. Et je me suis dit, de toute façon, je n'ai pas énormément de choses à perdre. Je vais apprendre. Je pense que ce qui me drive, c'est vraiment apprendre. Et voilà, donc j'ai rejoint Conto. Ma première, je pense que ma mission, c'était tout ce qui n'est pas codé, c'est toi. Et je pense que c'est un bon résumé pour les premiers employés qui ne sont pas techniques dans une start-up tech. Ouais. J'ai fait plein de rencontres incroyables chez Conto, dont mon cofondateur aujourd'hui qui s'appelle aussi Rafi. Donc c'est pas le même Rafi. Il y a deux Rafi dans l'histoire. Ouais. Donc on s'est rencontrés chez Conto, on a travaillé ensemble sur Rafi gère la partie produit, product et engineering. Et on a fait tout un cycle de Conto ensemble. Et au moment, à peu près, c'était avant le Covid, moi j'avais un projet de vie qui était d'aller vivre au Vietnam. Et je m'en souviens, ouais. C'est là que je t'ai rencontrée. Exactement. Ouais. Et donc avec mon mari qui travaillait chez Doctolib, on avait tous les deux décidé d'aller au Vietnam et de tenter une aventure. Donc on a eu la bonne idée de partir 31 décembre 2020. C'était quand le Covid? 2019. Attends, je réfléchis. 2019, non? Je crois, 2019. Donc on est parti en 2019. Je me souviens que mon mari m'avait dit, on était à l'aéroport, il y a un truc genre la grippe et tout ça. Et moi je lui dis, mais pourquoi tu me parles de tout ça? Franchement, on est plutôt en mode, ça va être trop bien, etc. En fait, 2 mois après, on est rentrés. Parce que tout fermé, il y avait l'ambassade française qui nous disait en fait, soit vous rentrez maintenant, soit... C'était un peu la loose. Voilà, vous êtes... soit, je ne sais pas s'ils pouvaient vraiment faire ça, mais je pense qu'ils avaient envie de nous faire rentrer. Soit vous rentrez maintenant, soit c'est plus de notre ressort. Du coup, on a fini par rentrer. Et moi, du coup, je savais honnêtement plus trop quoi faire. J'ai fait un peu de conseils, de freelance, notamment avec Penny Lane, au début de Penny Lane. Je me souviens qu'un soir, Rafi est venu prendre une bière en bas de chez moi et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je fais « Franchement, je sais pas trop. » Et j'avais recommencé du co-founder dating, donc on s'est rencontrés à ce moment-là, avec, notamment avec Johan de Snowball, Johan que je salue et que je respecte beaucoup. Ce que j'ai appris à ce moment-là, d'ailleurs, c'était, je m'étais dit peut-être que le B2C, c'est bien. Et du coup, finalement, t'es retourné vers tes premières amours. Hein. Exactement, et je me suis dit... En fait, c'est bien le B2C, il n'y a pas de bien ou mal en vérité, mais je me suis rendu compte que en fait, c'était pas trop mon truc le B2C, que j'avais envie que le problème que tacle Johan soit résolu, mais que je n'avais pas forcément envie de le résoudre moi-même. En fait, j'avais envie d'être cliente, mais pas d'être founder. Donc, du coup, j'ai vu Rafi à ce moment-là, on s'est dit, montons une boîte ensemble, on a déjà bossé ensemble, etc. Je dis, moi, j'aimerais bien faire Y Combinator, parce que c'est un peu mon côté première de la classe. Et il m'a dit, oui, ça a l'air stylé. Et après, on s'est dit, maintenant, on va faire l'application et tout, qu'est-ce qu'on pitch? Et je pense qu'on a pris la première idée qui nous passait dans la tête à ce moment-là, qui était, chez Conto, en fait, on avait... une de nos problématiques principales, c'était d'avoir toutes les données utilisateurs au même endroit, réconciliées autour d'un même profil, un peu cette vision magique du marketing. Ouais. Et on n'avait pas trouvé d'outils qui faisaient vraiment ça. Et on s'est dit, tiens, on va faire ça. Et donc, on a pitché YC, on a été pris, on n'avait pas de produit. Et pendant le batch, du coup, on a passé 2 mois à shipper, à construire le produit. On a shippé et YC te dit, essaie de le vendre.
parce que sinon tous les gens vont être sympas avec toi, mais au moment où tu vas leur demander de l'argent, tu verras bien ce qu'ils disent. Ouais. Et donc là, on a commencé à commercialiser. Et on s'est rendu compte que, en effet, le taux de conversion entre gens qui disent c'est génial, oui, j'utiliserai, et ceux qui paient est vraiment, c'est un peu différent quand même, les conversations. Et on s'est demandé si on était bien positionné dans la chaîne de valeur, en fait, et si on n'avait pas une solution en recherche d'un problème. Ouais. Parce que souvent, en fait... tu t'adressais à qui à ce moment-là, quand tu faisais tes tests? On s'adressait en fait à la persona que Rafi et moi on était chez Conto. Donc nous, on était sur la partie growth. Mais je pense que le gars de Conto était très très spécifique. Déjà, c'est du prosumer. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de volume de data. Et comme c'est pas totalement consumer mais prosumer, on cherche quand même à reconstituer le journée d'achat. Il y a un peu moins du côté un peu impulsif en fait du B2C, parce que c'était quand même une fintech. Et du coup, et je pense que la culture était très data depuis le début. Et dans tous les pitchs qu'on a fait en fait pour vendre notre produit, on s'est rendu compte que vendre aux équipes marketing et growth, c'était un produit data, c'était quand même très difficile. Ouais. Pourquoi ? Donc c'était orchestration des data clients. C'est ça, parce que moi c'est ça que j'avais en tête quand j'avais le Lago, j'avais ça en tête. Tout à fait. Alors pour repartir peut-être au début, c'était un outil no-code qui permettait de réunir tous les data clients et de bien segmenter et de faire des campagnes ensuite sur cette data. Donc réactiver des gens qui ne sont pas actifs, réactiver des gens qui étaient intéressés, qui ont droppé, qui n'ont pas acheté, ce genre de choses. Donc pas fintech du tout, hein. Pas fintech du tout à fait. Mais on va voir dans l'histoire que chaque fois que je m'éloigne de mon environnement naturel, je reviens. En fait, on essaie de vendre un outil data à des équipes marketing en pitchant langue no-code. Et en fait, notre outil était assez puissant finalement. Et on s'est rendu compte que dans les entreprises qui avaient besoin de data et de segmenter de manière très fine, il y avait en fait une équipe data engineering. Et que c'était pas les équipes marketing qui s'en occupaient. Et quand on allait dans les équipes du coup qui avaient ce besoin, en fait la persona à qui pitcher était l'équipe data engineering. Et dans ce cas-là, être no code n'apportait pas énormément de choses. En fait, c'était un nice to have. Donc c'était des entretiens quali que tu as menés à ce moment-là. Vous avez mené tous les deux. Tout à fait. On essayait de pitcher, on essayait de vendre notre produit d'une manière ou d'une autre. Et ce qui était un peu trompeur en fait à notre époque, déjà c'était en 2021. Il faut savoir si vous n'étiez pas au courant, en 2021 il y avait beaucoup d'argent sur le marché. Toutes les startups avaient beaucoup d'argent et du coup je pense que les équipes avaient beaucoup de budget pour des outils qui étaient des nice to have. Ouais. Donc, je fais une petite parenthèse pour l'audience parce que vous allez comprendre pourquoi on parle de tout ça. C'est que l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment vous êtes passé d'une solution d'orchestration de data client à une fintech. Et on va passer avec toi, Anto, sur tout le processus en fait de le contexte du pivot, la décision, l'exécution et en fait comment vous êtes parvenu à maintenir aussi toute votre communauté d'investisseurs, de clients, etc. sticky à votre produit et à votre aventure pour en être là où vous êtes maintenant. Voilà, je ferme la parenthèse. Tout à fait. Donc là, vous êtes chez YC. Vous avez développé votre produit en no-code et vous le testez, c'est ça ? Parce que YC, vous avez recruté sur base de ce que tu viens de pitcher. Exactement. Alors, il y a une application à YC qui est un formulaire. On doit montrer ce qu'on a en termes de produits. Donc nous, on n'avait rien, mais on avait un prototype sur Figma. Et pas rien alors. Tout à fait. Il était très bien fait. Voilà. Rafi avait fait un travail incroyable. Ouais. Même moi, on aurait cru un vrai produit. Si on avait la démo était assez incroyable. Et aussi, on avait une traction. Donc, ce que YC regarde, c'est la traction et l'intérêt du marché. Donc, on avait énormément de sign-up en fait sur notre landing page. De la part de qui alors ? Du coup, des gens, des marketeurs ou des data scientists ? Plutôt des marketeurs. Ouais. Donc, on disait qu'on construisait quelque chose pour les marketeurs. On avait déjà une waiting list. On avait l'expérience puisqu'on était nous-mêmes la persona. Ouais. Donc, le pitch entre guillemets se tenait. Là, on n'avait pas trop réfléchi. Pour être hyper honnête, c'était déjà le contexte macro. Donc, ni Rafi ni moi n'avons vécu un downturn. Donc, on se dit, en effet, on dirait une petite bulle, mais on ne sait pas quand elle va éclater, on ne sait pas quelle ampleur. Enfin, ouais. Avant de le vivre, on ne sait pas vraiment si on a vécu que dans cet environnement-là. Donc, on ne s'est pas dit, en fait, il faut qu'on soit un must-have et pas un nice-to-have. Ouais. Donc, je pense, le premier learning. Et le deuxième learning, c'était
est-ce que notre différenciation principale, qui est d'être no-code, correspond à la persona qui va finalement acheter et au budget le plus intéressant dans une entreprise. Il y a quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé, qui paraît très évident aujourd'hui, c'est les équipes ont des budgets et par exemple les ingénieurs ont des budgets beaucoup plus facilement flexibles que d'autres équipes. Pour plusieurs raisons, parce que un ingénieur, ça coûte en général dans l'environnement le plus start-up. cher. Exactement. Dans l'environnement tech, parce que c'est pas le cas partout. C'est vrai, c'est très vrai. Plusieurs raisons. C'est très dur de recruter des bons ingénieurs parce que leur temps est plus valorisé. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est souvent le cas. Donc voilà, donc on n'avait pas du tout réfléchi à ça. Je pense qu'on était mal positionnés, à la fois environnement macro, à la fois persona. Je pense qu'on n'avait juste pas assez réfléchi. Ouais, puis peut-être pas suffisamment d'entretien en amont de tests, d'entretien, d'exploration finalement des besoins. Tout à fait. Je pense qu'on a un peu fait au feeling. Je pense, mais je pense que ce que YC nous a apporté pendant le batch, c'est qu'on n'aurait pas, on serait pas arrivé à cette réalisation aussi vite, en fait. D'accord. Alors ça, au moment où tu commences YC, tu vas tester, et finalement au sortir de YC, est-ce que vous aviez déjà pivoté? Est-ce que vous aviez déjà pris la décision de pivoter? Comment ça s'est fait le changement de proposition de valeur? Parce que vous êtes passé vraiment vers quelque chose de différent. Tout à fait. Nous, on avait continué un peu après YC. En fait, c'est très dur. On avait quand même des utilisateurs payants, on avait quand même de l'intérêt, on avait... Voilà, donc on savait pas si c'était dur, parce que c'est toujours dur au début, ou si c'était dur parce qu'on était mal positionné. Et ça, c'est... ce que nous disaient un de nos YC partners, c'est que en fait, quand vous êtes un peu dans le milieu comme nous on était, c'est-à-dire quand il y a vraiment personne qui utilise son produit, tu te dis bon bah il y a peut-être un problème. mais quand tu es un peu entre le milieu, tu te dis bon est-ce que c'est un problème de traction? Est-ce que c'est un problème de design du produit? Je pense que le produit marchait. Je pense que c'était un problème de positionnement. En fait. Et tu conduis des tests. Comment est-ce que tu récupères la donnée au moment où tu prends la décision de pivoter? Est-ce qu'il y a un faisceau d'indices qui t'amène à prendre cette décision-là? Hormis le ressenti, parce que c'est bien le ressenti et l'intuition, mais au départ, elle n'était pas correcte. Donc, comment est-ce que tu déclenches la prise de décision? Sur base de quoi? C'est difficile à dire. C'est peut-être plus informed intuition. Mais je pense qu'à un moment, Rafi et moi, on n'y croyait plus. Où on se disait, on ne croit pas que ça peut être énorme comme boîte, en fait. Ça peut faire peut-être une boîte OK si on continue. Mais là, on est au tout début, on a besoin d'avoir la conviction que ça peut être énorme, parce qu'on va se donner à 400%, et quitte à se donner à 400%, autant y croire. Et donc on s'est dit, bon, après, je sais pas, 5 mois, si on se dit que ça va pas être énorme, je donne pas cher de notre peau. Donc on s'est dit, bon, soit on change d'idée, soit on rend l'argent. Carrément. On analyse les options possibles. Petite anecdote, on s'est dit avec Rafi, je me souviens, je pense que c'était un jeudi, on s'est dit non mais on dit rien à l'équipe. Samedi, dimanche, toi et moi on réfléchit. Lundi, on leur dit la nouvelle direction. Et en fait, on avait totalement sous-estimé à quel point c'était dur de trouver une autre idée. Parce que l'idée c'était vraiment de rechanger complètement la proposition de valeur ou d'itérer sur base des retours pour obtenir la nouvelle idée. Il y a ça aussi. On s'est dit, est-ce qu'on doit itérer? Est-ce qu'on doit... Parfois, il y a des gens qui pivotent et qui gardent le même produit mais qui l'appliquent à un autre marché, ce genre de choses. Vous étiez un peu dans toutes les directions à ce moment-là. On était dans toutes les directions et ça nous a pris 3 mois de trouver une direction. Donc finalement, le lundi, vous êtes retourné, vous avez rien dit? Non, déjà on recrute des gens intelligents, donc les gens intelligents voient ce qui se passe. Donc, voilà. Deuxième point, je pense que Rafi et moi, on n'est pas hyper forts à poker face. Donc voilà, donc le lundi, en fait, on leur a plutôt dit bon, en fait, on va changer d'idée, on ne sait pas trop quelle est l'idée, donc soit vous cherchez avec nous, soit on comprend si vous voulez aller jumper sur un autre projet et si on peut vous aider, si vous avez un projet en tête et que vous voulez qu'on vous recommande pour d'autres startups, etc. Franchement, on va faire tous les calls nécessaires. Et on a eu la chance d'avoir une équipe qui, bien sûr, ils étaient un peu déprimés, un peu comme nous aussi. Ils se sont dit non, mais cherchons ensemble. Je ne dis pas qu'on va chercher pendant 1 an, mais cherchons ensemble. Voilà. Et je pense que tous les parcours d'entrepreneurs sont différents. Donc nous, je pense que le noyau, c'était vraiment de pouvoir travailler ensemble. Et limite, je pense que l'entreprise, c'est un prétexte pour travailler ensemble et apprendre des choses et s'amuser et se dépasser. Et donc, du coup, on est resté et on a cherché pendant 3 mois, mais on est vraiment parti dans tous les sens. Dans ce cas-là, tu maintiens, pour ceux qui ont payé, tu maintiens l'existant? Comment vous faites? Non, on leur a dit, franchement, on va arrêter.
Ouais. Ah oui, non, mais ça c'est une autre anecdote. Mais j'avais, Oui, justement, j'allais y même venir oublié après. j'avais même oublié ce passage. J'allais dire comment tu gères la partie communication dans cette période de transition, de flottement en réalité, donc avec tes investisseurs. Bon, le staff, on l'a compris, vous aviez été hyper transparent. Vous aviez probablement, tu disais rendre l'argent, donc quelques investisseurs au départ qui ont misé sur vous, et puis vis-à-vis des clients. Comment est-ce que tu gères ça ? Donc au début, on s'est dit de manière un peu basique, en fait, on va garder les clients et on leur dira quand on aura trouvé la nouvelle direction, puisqu'ils continuent à payer, on continue à rendre un service, le produit était là. Ouais. Après, en fait, nous, on n'aime pas trop faire les choses à moitié. Donc, quand ils nous contactaient pour qu'on développe des nouvelles features, etc., on se sentait obligé de répondre intellectuellement et éthiquement. Ouais. Et donc, à un moment, on s'est dit, en fait, on va leur dire, on vous rembourse, ce que vous avez payé. On va faire tout le truc bien. Et aussi, on avait trouvé un autre outil qui faisait à peu près ce qu'on faisait, qui était une entreprise de YC aussi, et on avait négocié un deal avec l'autre entreprise pour qu'ils réonboardent nos clients. Donc on a fait ça. Donc on s'est dit, bon déjà ça, moi c'est adressé, on a parlé à l'équipe, mais encore une fois c'était pas linéaire, puisqu'on avait essayé de trouver l'idée en un week-end, on n'avait pas réussi. Ensuite on a cherché des frameworks pour générer des idées. On s'est dit en fait il faut faire ce qu'on veut faire, donc on s'est remis à chercher du B2C, alors je sais pas trop pourquoi exactement. Mais pour retourner au moment, B2B. on s'est dit, on aime bien la food, pourquoi on ferait pas quelque chose dans la food ? Ah ouais, donc vous étiez carrément parti sur complètement autre chose. On était complètement perdus. C'est pour ça que j'avais pas suivi, tu sais, l'évolution. Non mais c'était très dur. Et en fait, on a regardé plein de frameworks. À un moment, Rafi, son idée, c'était de regarder toutes les boîtes de YC et de se dire, si on prend une boîte de YC et qu'on la transpose dans un autre marché, peut-être que ça ferait une idée bien. Donc on a fait ça, mais bon, franchement, ça ne nous a pas trop avancé, je pense. On a fait beaucoup de user interviews pour plein d'idées. Je pense qu'on a vraiment fatigué tout notre réseau. Parce que toutes les semaines, on est arrivé, on s'est dit non, mais en fait, on va faire ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde, il y a des wireframes, etc. Ouais. Je l'ai vécu. Enfin, on en parlait juste avant. Je l'ai vécu. C'était hyper dur mentalement, honnêtement. Et je pense que le aha moment, il a commencé quand on s'est dit bon, quels sont les sujets qu'on connaît et qui sont un peu insoupçonnés ou vraiment mal connus, en fait. Mm-hmm. Et il se trouve que dans notre équipe, on avait 3 ingénieurs qui avaient travaillé sur le billing de Conto, du pré-lancement à la série D. Et moi, en tant que... Donc, quand tu dis le billing de Conto, c'est quoi chez Conto ? Pardon, oui, c'est la gestion de... Alors, déjà, en français, on dit facturation. En anglais, il y a billing et invoicing. Mm-hmm. Donc, il y a un peu la distinction en anglais. Le billing, c'est en fait calculer combien les gens doivent payer. D'accord. Donc par exemple, pour Netflix, c'est assez simple, quel que soit le nombre de films que vous regardez, finalement c'est le même montant tous les mois, donc c'est un abonnement hyper simple. Et quand on regarde une facture de télécom ou une facture d'électricité, on voit que c'est quand même tout de suite un peu plus complexe. Donc pour le cas d'une facture, je sais pas, Orange, il y a Internet, mobile, plusieurs membres dans la famille, il y a le forfait, le hors forfait, les options en plus, la consommation. Et finalement, le calcul de du montant à payer est assez complexe. Donc le billing, c'est vraiment la machine qui va mesurer l'usage, qui va faire la correspondance entre l'usage, le forfait qui a été choisi, les conditions tarifaires et le prix finalement. D'accord. Pour à la fin dire cette personne doit payer tant. Donc voilà, donc ça peut être très simple comme très complexe. Chez Conto, ce qui fait la complexité, c'était que y a des abonnements, donc je connais plus les noms, mais à small, medium, large, et qui inclut de l'usage, donc qui inclut un nombre de cartes, qui inclut peut-être un nombre de virements, qui n'inclut pas des paiements en devises. En fonction des paiements en devises, que ce soit par carte ou par virement, le montant varie, en fonction des devises aussi peut-être. Donc c'était ça qui rendait complexe en fait le billing de Conto, et ce qui rend complexe aussi le billing quand une entreprise évolue, c'est les itérations sur le pricing. Donc chaque fois qu'on itère sur le pricing, en fait, il faut changer de billing. Ouais. Et ce que j'ai appris dans mes 10 ans en B2B SaaS, c'est que en tant qu'ancien consultant, on aime bien se prendre la tête sur des spreadsheets et réfléchir au pricing et élasticité prix, etc. Mais en vérité, personne ne sait, donc ça peut être informed intuition, mais le meilleur moyen de savoir, c'est d'itérer rapidement sur le pricing. Et le plus gros bloqueur en fait de ces itérations, c'est le billing system à chaque fois. Ouais. Et par exemple, chez Conto, quand on voulait changer le pricing, je me souviens de quelque chose qui, juste pour donner un exemple qui peut paraître un peu basique, c'est on n'avait que des forfaits mensuels, et à un moment on s'est dit on va mettre le forfait annuel. Ce qui paraît assez logique, qui n'a pas l'air compliqué en soi.
de loin. Exactement. Donc moi, j'arrive avec mes petites spreadsheets et je vais voir nos chers développeurs qui sont aujourd'hui chez Lago et je leur dis mais pourquoi ça prend 4 mois de faire ça ? Sachant qu'ils étaient 3 à temps plein, seniors, de très bonne volonté, très intelligents, etc. Donc en fait, on s'est dit, chez Lago cette fois-ci, quand on a réfléchi au pivot, on s'est dit est-ce que ça, c'est pas un sujet où finalement ça a l'air tellement simple, mais en fait, il y a une complexité que les gens ne soupçonnent pas. Et on s'est dit, en effet, Conto, finalement, le billing n'a pas l'air si compliqué et pourtant, ça demandait beaucoup de ressources. Ouais. Donc, c'est un problème insoupçonné. Et le deuxième point, c'est qu'on avait remarqué qu'il y avait énormément d'entreprises en fait, qui continuaient à construire le billing elles-mêmes, alors qu'en général, les ingénieurs détestent s'occuper du billing. Parce que c'est moins cool que AI, c'est moins cool que plein d'autres choses. Ouais. Et c'est pas très valorisé, puisque des gens comme moi... C'est un mal nécessaire, cependant. Exactement. Ouais. Des gens comme moi, ensuite, viennent les voir et leur dire mais c'est pas si compliqué de changer, changer de périodicité de billing. On lance un nouveau pays, c'est peut-être pas la même time zone, c'est pas si compliqué. Ouais. Et donc, c'est pas très valorisé. Donc, on s'est dit, si beaucoup de boîtes continuent à le faire elles-mêmes et staffent des ingénieurs sur le sujet, les ingénieurs détestent le faire, c'est qu'il y a un marché. Ouais. Et il n'a pas encore été adressé parce que, notamment chez Conto, on avait essayé d'avoir un outil externe et on n'avait pas trouvé. Ouais. La question était plus comment adresser ce marché-là à ce moment-là. Ok, on a vu que c'était un marché insoupçonné qui est gros, mais qu'est-ce qu'on peut faire de différent du coup pour l'adresser si personne n'a réussi jusqu'à présent? Et c'est en réfléchissant à ce sujet-là qu'on s'est dit est-ce que c'est pas en fait être open source qui permettrait en fait de pénétrer pénétrer ce marché en construisant la confiance avec les CTO, les développeurs, les Chief Security Officers, etc. Ouais. Et aussi d'adresser un gros problème du billing qui est l'extensibilité des use cases. Donc en fait, chaque boîte finalement a un billing très custom à partir du moment où l'entreprise se développe. Et c'est pour ça que tous les outils sur l'étagère en fait ne correspondent pas à partir d'une certaine taille d'entreprise. Ouais. Donc nous en fait notre approche c'est de dire on n'est pas le one-stop shop qui va tout faire. Ouais. On va pas vous dire ça. Nous, on va vous dire en fait il y a des briques que pour votre billing custom que vous devriez pas reconstruire vous-même parce que honnêtement je peux donner un exemple. Par exemple mesurer l'usage sur différentes time zones pour un logiciel SaaS. C'est en fait hyper complexe parce qu'il y a plein de edge cases. Tous les mois n'ont pas les mêmes jours. Il y a certains de faisceaux géographiques, de créneaux horaires, fuseaux horaires, je me reprends, qui sont très spécifiques. C'est quelque chose qu'en fait un développeur qui n'a jamais fait ça va forcément se casser les dents dessus et il y aura forcément des erreurs de billing. Donc nous, par exemple, on offre ces briques déjà faites. Ouais. Et on leur dit en fait votre core billing system ne reprenez pas de zéro, prenez nos briques et puisqu'on est open source, puisque vous pouvez mieux comprendre en fait ce qu'on fait, vous pouvez construire les edge cases qui sont très spécifiques à votre entreprise. Ouais. Et on peut peut-être les construire avec vous. Et aussi, comme on a une communauté, puisqu'on est open source, il est très possible que votre edge case, en fait, ait été partagé par quelqu'un d'autre et que quelqu'un l'ait déjà demandé ou que quelqu'un ait même fait une contribution pour adresser ce cas-là. D'où l'idée du modèle open source dès le départ, en fait. À partir du moment où vous avez pivoté, là. En fait, ce qui est un peu rassurant quand même, c'est qu'au moment où on a décidé de pivoter, on avait un peu grandi. grandi psychologiquement, je pense. Et on était très critiques envers nos propres idées. Bon, à tel point, à un moment, qu'on était un peu bloqués en fait dans le choix de la nouvelle direction. Ouais. Mais je me souviens avec Rafi, je lui disais oui, ok, il y a un problème, mais il y a un problème à résoudre dans ce space du billing, mais qu'est-ce qu'on ferait différemment? Et aussi, je lui dis, en fait, si on fait le billing complexe, ça veut dire qu'on s'adresse aux entreprises plus grosses. Je dis, mais tu nous imagines pitcher à un CTO d'une boîte plus grosse, la boîte qui vient de sortir de Waze, qui vient de pivoter, est-ce que c'est une situation où en fait on va devoir construire dans une chambre pendant 3 ans sans avoir la certitude d'avoir le product market fit? Ouais, tout à fait. Pour commencer un cycle de vente dans une boîte plus grosse qui va durer 1 an. Ouais. Et en année 4, on va se dire... En termes de go-to-market, c'est beaucoup plus rapide en utilisant cette approche-là. Tout à fait, c'était le pari. Ouais. Et une des premières entreprises à nous faire confiance, c'était l'équipe technique de Lydia. En fait, ils retravaillaient leur billing et le CTO nous avait dit vous êtes jeune. Alors à ce moment-là, on n'était même pas en bêta, on était en alpha, donc c'est encore pire que la bêta.
Et on avait ouvert le GitHub repository depuis 2 mois. Ouais. Donc tu peux peut-être expliquer pour l'audience ce que c'est qu'un GitHub repository. Tout à fait. GitHub, c'est une plateforme dans laquelle les ingénieurs collaborent sur du code. Et certains, ce qu'on appelle repo, c'est l'endroit où on met le code, sont publics ou pas. On peut les partager au sein d'une entreprise. Et nous, du coup, comme on est open source, on a décidé de le rendre public. Donc tout le monde peut voir notre code et tout le monde peut contribuer et tout le monde peut soumettre des issues traduction problème qui sont pas des bugs mais des suggestions d'amélioration. Ouais. Donc nous on avait mis en ligne en fait notre repository sur GitHub. Ça faisait juste 2 mois. On avait alors sur GitHub il y a des stars. C'est un peu comme des Facebook pour ceux qui connaissent encore Facebook. C'est un peu comme des likes, sauf que c'est des ingénieurs qui mettent les likes. Donc bien sûr, plus on a de stars, et mieux c'est. Mais tout ça pour dire qu'à l'époque, je pense qu'on avait 100 stars, donc c'est pas beaucoup. J'aurais aimé que tu fasses un petit stop sur ces communautés. Donc tu as parlé de GitHub pour la partie dev. Vous avez également une communauté autour de Product Hunt. J'aurais aimé que tu nous expliques un petit peu justement l'importance de ces différentes communautés et comment tu les as amenées à te suivre après le pivot justement. Parce que c'est plus du tout les mêmes communautés. Tout à fait. On a changé de communauté, je pense. D'accord. Voilà. Tout simplement. Et comment, justement, t'expliques à 100 likes, ce qui n'est pas beaucoup. Après, vous avez complètement explosé la baraque et vous avez été numéro 1 des Week Months sur Product Hunt. Exactement. Comment, justement, on parvient à craquer ça ? Comment vous avez fait ? Parce que ça ne suffit pas de solliciter les quelques investisseurs de départ et les copains. Comment est-ce que vous parvenez ? Tout à fait. Nous, c'est le contenu en fait qui nous a permis d'émerger. Contenu et la distribution du contenu. Enfin, j'insiste sur le mot distribution. Quand tu parles de contenu, c'est quoi ? Par exemple, on a dû publier. Tu partages les use cases. Exactement, ou ce qu'on résout en fait, en faisant des zooms sur les problèmes du billing et pourquoi c'est important de les résoudre et comment les différentes façons de les résoudre et la façon qu'on a choisi nous et pourquoi. Donc de manière très détaillée. Donc c'est vraiment une approche qui parle beaucoup plus aux ingénieurs. Ouais. Donc on a aussi appris. Alors j'aime pas trop le mot développeur marketing parce que il faut savoir que c'est un peu controversé que si on utilise marketing à côté de développeur, un développeur ne va pas trop aimer. Mais je veux dire, il y a peu de développeurs qui nous écoutent. Je pense. Exactement. Donc voilà. Donc on a appris en fait à adapter notre communication aux développeurs. D'accord. Et on a été vraiment sur la. Alors il y a un réseau ou une plateforme pour les développeurs qui s'appelle Hacker News. J'allais y venir, mais c'est bien, tu anticipes toutes mes questions. Alors, il faut savoir que Rafi et moi, on ne connaissait pas du tout Hacker News. Alors, il se trouve que ça a été développé par Y Combinator. Mais en fait, être une boîte de YC ne garantit rien sur Hacker News. Donc, nous, on a découvert ça. On ne comprenait pas trop. Et du coup, on s'est dit, en fait, notre audience, elle est là. Comment on peut être visible? Et l'algorithme de Hacker News est très, très... j'allais dire un peu violent dans la censure, dans le sens où l'algorithme est fait pour que, par exemple, sur Product Hunt, plus tes copains like le post, plus tu apparais en premier dans le classement. Sur Hacker News, si il détecte qu'en fait, tu as trop de gens proches de toi ou proches de ton sujet, d'une manière ou d'une autre, exactement, il te banne ton post. Ok. Donc en fait c'est très dur de faire des hacks sur Hacker News. C'est vraiment très très dur. Ouais. Et nous en fait on a réussi et le but ultime c'est d'être sur la front page et dans les 10 premiers et d'y rester très longtemps. Ouais. Donc nous on a eu peut-être 6 ou 7 posts qui sont restés très très longtemps, dont un qui est resté peut-être 48 heures, qui est honnêtement un des records dans Hacker News. Donc ça nous a permis en fait d'attirer l'attention des développeurs. Donc déjà nous on était rassurés sur le fait que on faisait quelque chose qui avait du sens pour notre audience. Donc on était rassurés sur ça et on s'est dit, contrairement à la première fois où on partait avec une longueur d'avance en termes de marketing, en fait la communauté qu'on adressait avec le premier produit c'était nous-mêmes. Donc c'était vraiment les gens avec qui on travaillait tous les jours, qu'on connaissait.
Donc c'est peut-être des gens qui, entre guillemets, allaient suivre ce qu'on faisait juste parce que c'était nous et qui nous connaissaient. Là, on s'est dit, en fait, c'est quelque chose que personne ne nous connaît. Nous-mêmes, on ne savait même pas ce que c'était Hacker News. Et là, il y a des gens qui parlent de ce qu'on fait, qui l'essaient, etc. Donc ça nous a vraiment permis d'émerger. D'accord. Et on a eu aussi une validation de l'angle open source, du coup, avec l'équipe de Lydia qui avait du mal à nous faire confiance au début, puisqu'honnêtement, il n'y avait pas trop de track record au tout début. Et on leur a dit, vous savez quoi, inspectez tout notre code et regardez si vous voulez le refaire ou pas, et si vous avez envie, les compétences de le refaire. Ouais. Et si vous n'avez pas envie, vous savez quoi, là vous téléchargez sur GitHub Lago et vous commencez à l'utiliser. D'accord. Et vous pouvez modifier comme vous voulez. Et ils ont pris option 2. Et ça nous a validé en fait notre hypothèse que en fait ça on n'aurait jamais pu le faire en étant closed source, qu'il y aurait eu trop de questions de confiance, trop de questions de rendre le truc, le produit plus customisable. Donc voilà, donc c'est vraiment un des pitchs qu'on a beaucoup avec les CTO en fait. Ok, alors très intéressant, tu nous expliques aussi comment l'équipe a évolué, parce que tu pars sur YC, tu lèves un petit peu, tu commences à recruter, l'équipe qui rentre dans une start-up qui pivote, est-ce que tu dois vraiment beaucoup ajuster la team ou pas trop finalement ? C'était principalement une team de tech en fait. Exactement. Déjà, YC est très conservateur en termes de recrutement. Alors même en 2021, en fait, YC conseille de rester très 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 peu avant le product market fit. Donc, quand est-ce qu'on a le product market fit est une vraie question un peu existentielle et philosophique des entrepreneurs. Vous étiez à combien alors ? On était, je pense qu'on était un peu trop déjà avant on était 6. Ok. Et product et tech à part moi. Et je pense que c'était un peu trop. Mais ça nous a permis aussi de reconstruire le produit très vite. Honnêtement, je pense que la complexité du deuxième produit était bien plus importante que celle du premier. Ouais. Donc avec cette équipe qui avait déjà travaillé sur le sujet, ça nous a permis de reshipper assez rapidement. Donc finalement, tout le monde était aussi rodé à travailler ensemble, avait déjà une certaine bonne osmose au sein de l'équipe. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle l'équipe est restée. En fait. Et même nous, en tant que fondateurs, en fait, on s'est dit, franchement, on n'aura jamais la chance d'avoir une équipe comme ça. Peut-être qu'on l'aurait, mais il y a peu de probabilité d'avoir une équipe comme ça réunie au même moment. Ouais. Donc allons jusqu'au bout, jusqu'au moment où on se dit on n'a plus envie, mais là on avait encore le soutien de nos investisseurs, on avait encore l'équipe. Donc on s'est dit il manque plus que l'idée. On a pris 3 mois à la trouver, mais on s'est dit qu'en fait on avait une chance exceptionnelle et qu'on n'avait pas envie de la laisser passer. Top. Alors tu disais que vous aviez donc déjà shippé un produit aujourd'hui. J'utilise tes termes parce que j'avais écrit déployer, finalement ça ne contenait pas, donc shippé, pardon. J'aurais aimé que tu nous fasses un petit aperçu des grandes intégrations que vous avez faites et nous expliquer un petit peu qui sont vos premiers clients. On a parlé de Lydia, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Tout à fait. Alors, nous, la première intégration très logique pour Lago, c'est les systèmes de paiement. Donc, nous, on va calculer combien les gens doivent payer et pour transférer l'argent d'un point A à d'un point B, il faut un système de paiement. Donc, la première intégration, c'était Stripe. Mais Stripe, le produit paiement. Alors Stripe a une quinzaine de produits et nous, on, d'une certaine manière, concurrence un des produits de Stripe qui s'appelle Stripe Billing, Stripe Paiement. Exactement, Stripe Tax, Stripe Data. Ils ont vraiment beaucoup de produits. Il faut savoir que chaque produit a un prix et un coût pour une entreprise et que le coût s'accumule en fait. Et donc, en général, les entreprises utilisent Stripe Billing et Stripe Paiement et Stripe Tax. Et le coût, en fait, chaque produit a un coût, mais surtout, en utilisant Stripe Billing pour le billing, ils ne peuvent utiliser qu'un processeur de paiement qui s'appelle Stripe Paiement. Donc ça, c'était un des gaps dans le marché qu'on avait identifié. Et beaucoup d'entreprises, en fait, se plaignaient des limitations de Stripe Billing qui a été construit plutôt pour le B2C. Ouais. Donc très souscription, donc pas trop de customisation. Donc typiquement un plan entreprise pour un SaaS B2B est tout de suite très très complexe, a beaucoup de dimensions, a beaucoup de conditions dans les paiements, etc. Donc nous on gère cette complexité que Stripe Billing ne gérait pas. Et le deuxième aspect c'était en fait avec Stripe Billing tu es loqué dans l'écosystème Stripe. Donc nous, on a une approche beaucoup plus ouverte et donc de manière peut-être un peu contre-intuitive, notre première intégration a été avec Stripe Paiement parce que finalement, c'est quand même un des processeurs de paiement les plus sollicités. Donc on a aussi, on écoute beaucoup ce que nos utilisateurs demandent. Donc même si ça paraissait un peu contre-intuitif, la première intégration c'était Stripe Paiement.
Vous avez fait Adyen aussi? On a fait Adyen, oui. T'as vu, j'ai bien préparé. Oui, j'ai vu, je vois ça. C'est vraiment top. Et on a aussi GoCardless. Ouais. Et là, donc la verticale d'intégration la plus évidente, c'était vraiment le paiement. Et nous, notre vision, c'était aussi... je vais peut-être faire une digression vers notre premier produit. Alors, notre premier produit, c'est transmettre de la data qui existait et la collecter et la réunissait au même endroit. Et dans une réflexion chaîne de valeur, on s'est dit... En fait, d'être un passe-plat, c'est pas vraiment le bon positionnement dans la chaîne de valeur, finalement. Et pour nous, le bon positionnement, en fait, c'est de créer une donnée qui n'existe pas dans l'organisation et à laquelle tous les autres outils veulent se connecter. Et c'est ça aussi qui nous a séduit dans notre vision du billing, c'est qu'on s'est dit, en fait, en étant le système de billing, du coup, on va créer cette donnée qui est utilisateur A doit payer tant, et on sait si utilisateur A a payé tant ou pas. On sait ce que les utilisateurs ont consommé, sur quel plan ils sont passés, etc. Et donc cette donnée fait que nous créons, fait que d'autres outils veulent se connecter puisqu'ils en ont besoin pour fonctionner. Donc par exemple, si un software qui calcule les commissions des sales, il faut savoir qu'en B2B c'est un gros sujet, c'est un énorme sujet. Du coup, un software de sales commissions va absolument devoir se connecter aux données de billing pour faire son travail. Ouais. Et donc, on s'est dit, en fait, la vision de Lago, c'est aussi d'être, en fait, alors tout le monde veut être la source de vérité, le hub de l'entreprise. Ouais. Nous, on s'est dit, pour avoir des chances d'arriver à cette magnifique vision que tout le monde a, le meilleur moyen, c'est de créer cette donnée que tout le monde va avoir. Donc, nous, on crée cette donnée. Donc, le premier step d'intégration, c'est les paiements, donc de manière assez évidente. Et maintenant, on va se connecter aux autres outils de l'entreprise qui sont les outils de quoting pour faire les devis liés aux sales, des outils de sales commissions, des outils de taxes, des outils aussi de prévision de forecast. Donc voilà, donc ça c'est les prochains steps d'intégration. Ce qui est vraiment génial, c'est que comme on est open source et comme on investit beaucoup dans la communauté, du coup on a beaucoup de feedback. Ouais. Et ça nous permet vraiment de prioriser de manière vraiment data-driven. On a aussi certaines contributions qui nous permettent vraiment d'orienter en fait notre roadmap. D'accord, alors j'aimerais juste qu'on fasse un point. Tu as l'API qui est à disposition et tu as des premium features. Finalement, j'aimerais que tu creuses un petit peu sur le modèle d'affaires. Comment vous gagnez votre vie actuellement? On nous a beaucoup challengé aussi quand on a pivoté côté investisseur alors certains sont très believers de l'open source et d'autres pensent que open source égale gratuit, ce qui n'est pas vrai. Donc nous, on a un produit open source et gratuit, utilisable par n'importe qui, comme il le souhaite. Et ensuite, on a un produit payant, donc qui peut être à la fois hosté dans le cloud comme n'importe quel SaaS ou utilisé on-prem. Ce qui est demandé par, en général, les plus grosses entreprises. Donc typiquement, une énorme fintech va vouloir préférer du on-prem. Ouais. Parce que plus de réglementation, plus de besoin de contrôle aussi de l'équipe technique. Donc voilà, donc le produit payant qui peut être cloud ou on-prem a aussi des features premium. Donc nous, on a développé tout un set de core billing features qui sont utilisables par n'importe quel SaaS pour gérer leur billing. Et ensuite, on a les features où on se dit, en fait, quand tu es une entreprise qui a une ambition globale ou internationale, qui n'est pas juste un projet d'un hobbyiste ou de quelqu'un ou de petites équipes bootstrapped. C'est les features que ces entreprises veulent. Donc typiquement des features d'analytics, des features de collaboration, des features de mesure de l'usage dans différentes time zones. Toutes ces features sont des features premium que nous vendons en fait séparément. D'accord. Donc ces features-là ne sont pas open source et elles sont payantes. Et donc une manière de le voir, c'est que en fait on a un modèle freemium. Donc la partie open source est gratuite, c'est le plan free entre guillemets. Ouais, d'accord. Anto, est-ce que tu pourrais juste faire encore 2 minutes sur les clients qui vous utilisent? Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on ne connaît pas tous nos utilisateurs, donc c'est aussi la magie de l'open source. Alors, ceux qui téléchargent Lago, qui enlèvent le tracking et qui l'utilisent de leur côté, on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Et il faut attendre qu'un jour, ils souhaitent nous parler pour qu'on puisse leur parler et apprendre à les connaître. D'accord. Donc, on ne connaît pas tous nos utilisateurs. Mais la magie, vraiment, et franchement, une grosse part de plaisir qu'on prend avec Lago, c'est qu'en fait, notre produit est utilisable partout dans le monde.
Donc on a la chance d'avoir bien sûr des acteurs français comme Lydia, Regat, Penny Lane, Fintecture, donc surtout des gens fintech. Je pense que c'est notre réseau, mais je pense que si en fintech, les gens ont l'habitude de construire leur billing eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de spécificités, et que de manière assez organique, nous on les connaît, on y a pensé en premier, donc ça fait que notre positionnement est assez unique. Mais on a également des utilisateurs dans d'autres pays, donc il y a un utilisateur que j'adore qui s'appelle Yoko. Donc vous connaissez probablement pas, mais c'est le Square en Afrique du Sud, donc ils ont plus de 150 000 clients SMB qui nous utilisent. Donc et ils vous trouvent sur GitHub en fait. Comment est-ce que tu arrives à tracer d'où ils viennent? Le CTO nous a vu on lui a parlé, pour le coup, le CTO nous a vu sur Hacker News. Okay. Et honnêtement, on connaissait pas Yoko. Franchement, on a regardé, on a googlé, on s'est dit c'est quand même legit. Cette entreprise est pas trop mal. C'était en effet énorme. On a un acteur énorme du Middle East qui est le Twilio. Donc Twilio, c'est l'API que en fait tout le monde dans le SaaS utilise pour envoyer des SMS, des mails, etc. Donc le Twilio du Middle East nous utilise également. Pareil, ils nous ont trouvé. On n'avait vraiment aucun contact là-bas. On ne connaissait pas cette entreprise. On a des acteurs en Indonésie, en Colombie, au Mexique et aux États-Unis, bien sûr. Et du coup, on prend un réel plaisir en fait à découvrir toutes ces entreprises dans différents pays. Ouais. Et c'est aussi. Alors, il y a plein de définitions du product market fit dans tous les blogs que vous pouvez lire. Mais il y a une des définitions, c'est aussi quand des gens que vraiment vous ne connaissez pas viennent vouloir acheter votre produit. C'est vraiment un des éléments qui prouve l'attraction. Ouais. Donc voilà, donc on adore nos clients en France et on est super heureux de parfois des produits qu'on utilise, qui nous utilisent aussi. Et c'est souvent des fondeurs que nous connaissons, mais il y a aussi des gens qu'on ne connaît vraiment, on ne connaît ni les équipes ni les entreprises et qui viennent nous chercher. Alors, actuellement, vous êtes une fintech, ça peut changer, évoluer. Comment est-ce que vous voyez d'ici 5 ans, si tu projettes dans la vision que tu as de Lago dans 5 ans? C'est peut-être un peu long, 5 ans, allez, 3 ans. La vision de Lago, c'était une absurdité que des équipes reconstruisent leur billing aujourd'hui. Ouais. Et notre ambition, c'est que plus personne ne le fasse avant de regarder, que le réflexe soit, je vais regarder dans Lago ce que je peux utiliser. Et si vraiment je peux pas l'utiliser ou ça n'a pas de sens de l'utiliser, je vais faire moi-même. Mais alors je sais pas vraiment comment le quantifier, mais j'aimerais vraiment qu'aucun développeur back-end en charge du billing se mette à construire elle-même ou lui-même son billing system. Et en termes de features dans la roadmap, parce qu'elle est publiée, donc tu peux en parler tout à fait. Officiellement. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de ce que vous avez dans les tuyaux? Donc nous, on a énormément travaillé sur le moteur du billing lui-même. Et là, on est dans la phase où on va construire en fait, le pont avec les autres départements de l'entreprise. Donc les intégrations avec les NetSuite, QuickBooks de ce monde. Aussi, tout ce qui est la couche d'analytics, en fait. Ouais. Donc avant de faire la couche d'analytics, il fallait avoir le moteur qui génère ces fameuses données. Donc maintenant, on l'a. Et maintenant, on va beaucoup plus construire... s'amuser sur toutes ces données qu'on a, quoi. Donc par exemple une des grosses problématiques de usage-based billing, donc de la tarification à la consommation, c'est prévoir en fait ses ventes, parce qu'en fait la consommation peut varier de mois en mois selon beaucoup de critères. Et donc, beaucoup d'équipes finance passent énormément de temps en fait, à essayer de prévoir ça. Ouais. Parce que ça impacte bien sûr la santé de l'entreprise, mais ça impacte le recrutement, les commissions des sales, beaucoup de choses. Et du coup, maintenant qu'on a ce moteur pour générer ces données, on va vraiment construire la partie plus feature d'analytics, collaboration, toute la partie très software finalement. Donc voilà. Super, écoute, bravo, merci pour tous ces détails. Je clôture par une recommandation de la part de mon invité. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes en termes d'ouvrages, de lecture, d'audio, vidéo? Alors, il y a un livre que j'adore qui s'appelle Matteo de Antoine Bello. Je ne sais pas si tu connais. Non. Ça parle de quoi? C'est un footballeur. Alors, j'aime pas trop J'aime pas le foot. Rafi adore le foot. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'indiffère. Voilà, ça c'est dit. Si vous voulez aller voir du foot, demandez à Rafi, pas à moi. Donc Matteo, c'est un joueur de foot très très jeune, très très doué, et ça va décrire son parcours en fait, un peu obsessionnel sur le foot. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles en fait entre le sport et l'entrepreneuriat.
Donc son parcours très sa volonté en fait de se dépasser et d'emmener son équipe avec lui pour se dépasser. Et ça montre aussi l'envers du décor, donc toute la pression aussi qu'il a de son entourage. Quand il commence à avoir du succès, en fait, par exemple, il y a un ami de sa famille qui voulait être son agent, et puis finalement, il drop son agent, et donc du coup, ça crée des problèmes, et du coup, il a l'impression de son entourage sur ce sujet, alors qu'en fait, il choisit la meilleure personne pour sa carrière. Il y a le club en fait qui va choisir. Il y a l'argent qu'il gagne à un moment pour sa famille, comment le redistribuer, sachant que ça devient un peu public. Donc il y a aussi tout un peu l'envers du décor et tout ce qu'il a sacrifié en fait dans sa vie personnelle pour en arriver là. Et je trouve qu'il y a peu en fait qu'on a tendance à glorifier en fait ses parcours. On se dit ces footballeurs qui gagnent des millions, ça doit être trop bien, sa vie doit être parfaite. Mais ça montre vraiment en fait son parcours dans sa jeunesse en fait et comment ça a vraiment influencé beaucoup de choses. Et du coup, je trouvais ça très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de parallèles. Et par ailleurs, j'ai jamais rencontré Antoine Bello, mais je crois qu'il était entrepreneur dans la tech en fait avant de devenir écrivain. Et ensuite, il a écrit énormément de livres, dont un livre, un autre de ses livres que j'aime beaucoup s'appelle Aïda et parle d'une intelligence artificielle, mais il a été écrit il y a, je pense, quelques années, avant que ça devienne très hot. Ouais. Et du coup, hyper intéressant également. Donc franchement, je conseille. Nous, on adore les métaphores du sport avec Rafi. Ouais. On fait beaucoup de métaphores sur le surf d'ailleurs. Le snowboard ou le surf? Le surf dans l'eau. Ouais. Typiquement, notre premier produit, c'était essayer de catcher la mauvaise vague qui allait close out trop vite. Et donc du coup, on a beaucoup de métaphores sur choisir la bonne vague en fait, et pas essayer d'essayer de catcher toutes les vagues, puisqu'après c'est aussi une métaphore en sales, je pense. Si on court après tous les leads, du coup on s'épuise, on n'a plus d'énergie pour la bonne vague. Donc voilà, je conseille beaucoup j'aime beaucoup Antoine Bello, donc je vous conseille de regarder. Il a également écrit une trilogie très connue, donc voilà. Parfait, merci, je ne connaissais pas. Merci Anto, à bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!